Les Anneaux de Pouvoir saison 2 étaient attendus au tournant. Après le tollé critique de la première saison, il fallait que cette suite contrecarre toutes les erreurs passées et redresse la barre. On s'attendait à un banger, un renouveau dans l'univers du Seigneur des Anneaux, mais spoiler alerte, ça n'a pas du tout été le cas. Ce qu'on a, c'est 8 épisodes d'une longueur accablante, une intrigue dispersée et des personnages manquant cruellement de charisme. Cependant, et c'est là que ça devient intéressant, aussi étonnant que cela puisse paraître, la saison 2 a quand même quelques bonnes surprises, mais ne vous inquiétez pas, on va tout passer au peigne fin. Je suis Ludo du Ludoverse et dans cette vidéo analyse ultime, on revient sur tout le contexte ultra négatif qui a entouré la sortie de cette saison 2, la critique en profondeur, l'explication de la fin et enfin on parlera de la possibilité de suite, même si, soyons honnêtes, ça ne sent pas très bon pour la suite des événements. Alors j'espère que vous êtes bien accrochés, car on est parti pour l'univers de Galadriel, Sauron, la Terre du Milieu et surtout l'univers du Seigneur des Anneaux. Let's go! Bon, avant tout, ça parle de quoi? Les Anneaux de Pouvoir, saison 2. La saison 2 reprend là où la première s'était arrêtée, logique, avec des événements majeurs qui posaient enfin les bases du Seigneur des Anneaux qu'on attendait tous d'une certaine manière. Voici donc un bref rappel des éléments clés. À la fin de la saison 1, on apprenait que l'étranger n'était pas Sauron, contrairement à ce que beaucoup pensaient, du moins dans la série, parce que ça brûlait les yeux, ça crevait les yeux, que dis-je, que Sauron était bel et bien Halbrand, et c'est là qu'on apprenait également donc que c'était bel et bien son identité. Galadriel et Elrond l'ont appris d'ailleurs à leurs dépens. Le Mordor a officiellement vu le jour avec Adar l'Uruk à sa tête. Il est à la tête bien évidemment d'une armée d'orques qu'il considère comme ses enfants. Un point de vue intéressant qui sera encore plus exploré dans la saison 2. Et enfin, les Anneaux de Pouvoir commençaient à être forgés, notamment les 3 Anneaux des Elfes, sous l'influence subtile de Sauron via Celebrimbor. Avec tous ces éléments en place, la saison 2 donc s'ouvre avec un objectif clair, éliminer définitivement Sauron avant qu'il n'achève son plan de conquête en forgeant les anneaux destinés aux différentes races qui peuplent la Terre du Milieu. Et le sort de la Middle-earth est entre les mains de ceux qui pourront s'opposer à lui. L'étranger de son côté a sa propre quête, il cherche à découvrir son nom, ses origines et surtout il cherche enfin à trouver son bâton qui joue un rôle central dans sa destinée. Voilà le cadre général dans lequel cette saison se déroule. Ambitieux sur le papier, si on peut dire, mais qu'en est-il vraiment? On va voir ça dans la critique à suivre. Mais avant tout, pourquoi les Anneaux de Pouvoir saison 2 étaient attendus au tournant? Parce que cette saison 2 était sous une pression énorme dès le départ. Pour comprendre pourquoi, il faut revenir à l'impact monumental qu'a eu le projet Les Anneaux de Pouvoir dès son annonce. En 2017, Amazon a acquis les droits de l'univers de Tolkien auprès du Tolkien Estate avec l'ambition de produire une série colossale. Le deal, un engagement sur 5 saisons, oui, 5 saisons, c'est terrible que je dise ça là à haute voix, pour un budget de près d'1 milliard de dollars, faisant de Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, la série la plus chère jamais produite. L'idée était de créer un univers qui soit à la hauteur des films emblématiques de Peter Jackson, qui en ont fait rêver plus d'un, je le sais, nous le savons. Vous le savez, je connais mes temps, c'est magnifique. Avec une telle promesse, on s'attendait forcément à des merveilles. Les producteurs ont même travaillé avec des experts de l'œuvre de Tolkien, validant plusieurs aspects du scénario et des personnages avec le Tolkien Estate. Mais malgré ce travail préparatoire colossal, la première saison, vous vous en rappelez, s'est heurtée à un mur de critiques démentiel. Et là où ça devient intéressant, c'est que même si la série elle a battu des records de vues avec 40 millions de spectateurs dans les premiers jours de diffusion, les chiffres de fidélité ne suivaient pas du tout. Aux États-Unis, seulement 37% des spectateurs avaient terminé la saison, un chiffre qui grimpait à 45% lorsqu'on étendait le tout à l'international. Cela montre clairement un problème de rétention d'audience, et à raison, vu la qualité terrible de cette première saison. Et en comparaison pour la saison 2, pour que vous compreniez bien, Amazon a révélé que le premier épisode n'a été vu que par environ 900 000 ménages dans les 4 premiers jours de diffusion, un chiffre nettement inférieur aux 1,8 million de ménages qui avaient regardé le premier épisode de la saison 1 dans une période plus ou moins similaire, parce que là on était sur 3 jours. Vous voyez déjà un peu le décalage et c'est vraiment perturbant de voir ça. Face à ces chiffres décevants, cette saison 2 devait donc redresser la barre. Comme vous le voyez, le début de saison 2 montre que c'est pas forcément le cas et les attentes étaient bien évidemment énormes. Mais est-ce que ça a marché? Encore une fois, spoiler alerte, pas vraiment. Alors on rentre maintenant dans le vif du sujet. Pourquoi cette saison 2 n'a pas réussi à relever le défi? On va détailler plusieurs points parce que croyez-moi, il y a beaucoup à dire. Avant tout, l'un des premiers gros problèmes avec cette saison 2, c'est l'histoire. On pourrait penser que l'ascension de Sauron, l'un des méchants les plus iconiques de la Terre du Milieu, devrait captiver. En vérité, c'est un no-brainer. Normalement, tu ne réfléchis pas, tu sors la série, tout le monde est content. Mais malheureusement, on assiste à une intrigue qui peine
à maintenir notre intérêt. Charlie Vickers incarne un Sauron manipulateur, tirant les ficelles des Uruk, des elfes et des humains, mais malgré ça, on ne ressent pas vraiment l'impact de ses actions. Le rythme est lent, les enjeux semblent flous, et honnêtement, on a du mal à s'attacher à qui que ce soit. Même les sous-intrigues avec des personnages comme l'étranger et les ancêtres des hobbits, les pieds velus, manquent cruellement d'intérêt. On les voit chercher leur place dans cette série, mais ça ne prend pas du tout. D'ailleurs, il y a aussi Isildur qui est censé jouer un rôle majeur au cours de la série. Bon, je vous fais un rappel, mais je pense que vous avez ça en tête. C'est lui qui coupe les doigts de Sauron et qui le vainc lors de la grande bataille. Je vous passe les détails, enfin vous voyez de quoi je parle. Il est à la fin de la saison 1 présumé mort, mais ce retour était tellement évident que ça n'apporte donc rien à l'histoire de le faire revenir dans la saison 2 ou plutôt de l'avoir fait mourir plus ou moins dans la saison 1. Et pareil pour Galadriel, on la voit traîner d'un bout à l'autre de la Terre du Milieu, mais ça donne l'impression que même les scénaristes ne savent pas quoi faire avec elle dans cette saison. Transition toute bien trouvée, il y a la gestion des personnages et là, ça fait mal. On parle de personnages iconiques issus de l'univers de Tolkien et pourtant on a l'impression qu'ils ont été vidés de leur essence. Sauron, qui devrait être une entité terrifiante, apparaît ici comme un personnage fragile, en pleurs au cours de la saison, vers même la fin. Je vous passe encore une fois les détails, on en parlera dans la fin expliquée, dans la partie fin expliquée. Et on est loin du grand conquérant maléfique que l'on s'attendait à voir. Quant à Galadriel, autre personnage clé, interprété par Morphy Clark, elle est dépeinte comme brutale et désorientée. On est loin de l'élégante et puissante elfe des films de Peter Jackson. Même avec l'intervention d'Elrond, la dynamique ne prend pas du tout. Et que dire des autres elfes introduits dans cette saison ? Vendus comme une troupe de guerriers intrépides qui vont lutter pour arrêter Sauron, eh bien déjà ils sont introduits d'une manière à ne pas citer parce que j'ai l'impression qu'on ne les connaissait même pas. Ils meurent un par un sans qu'on ait eu le temps à aucun moment de s'attacher à eux. Et bien sûr, je retire Elrond et Galadriel qu'on connaissait déjà dans la saison 1. Et puis il y a les orques. Si dans la version originale de Tolkien, les orques sont une force obscure et maléfique, ici ils sont humanisés, nous pousse presque à ressentir de l'empathie pour eux. Cette métaphore d'une minorité opprimée qui lutte pour sa place dans le monde paraît déplacée dans le contexte de l'univers de Tolkien. Et pour tout vous dire, bon, j'ai pas envie de me dire oh là là, l'orque il a vraiment subi, il mérite pas de subir ça. Enfin, c'est des propos et des thèmes qui ne vont pas du tout avec ces personnages-là. Et les batailles, parlons des batailles s'il vous plaît, 2 secondes. C'était l'un des grands espoirs de cette saison 2. On nous avait promis des affrontements épiques, mais le résultat est pour le moins ennuyeux, pour être franc avec vous. Prenons par exemple la bataille d'Eregion, qui est le pinacle de la plus grosse bataille qu'on a eue dans la série, où les orques, sous les ordres d'Adar, attaquent la cité elfique. Tout est censé exploser, on devrait avoir une montée d'adrénaline, être pris de sueur, être en pression, mais non. Aucun moment waouh, aucune scène marquante. C'est la première fois, je vous avoue, que je vois un épisode qui est centré sur une bataille aussi légendaire que cela est censé être, et j'étais en mode bon, quand est-ce que finit l'épisode? Je regardais même mon téléphone. Je ne fais jamais ça, mais vraiment j'étais en mode mais j'en ai rien à faire de ce qui se passe. Cela dit, il y a eu quand même quelques confrontations dans le dernier épisode qui étaient sympas, mais rien qui ne sauve la saison entièrement. Et puis quelques morts symboliques qui viennent un peu secouer les choses, si on peut dire d'une certaine manière, mais on en parlera plus dans la partie fin expliquée encore une fois. Bon, il y a quand même des points positifs, on les oublie vite. Comme pour la saison 1, les décors et les costumes sont magnifiques. Les cités elfiques, les créatures, les paysages, tout ça, c'est du grand art. Les effets spéciaux sont bien maîtrisés, bien que l'on regrette parfois l'absence de ce côté naturel que l'on adorait dans les films de Peter Jackson, ou même si on les voit encore aujourd'hui, on a l'impression que les films n'ont pas du tout vieilli. Les costumes, eux, sont toujours aussi bien réalisés et on sent l'investissement, et ça nous rappelle bien que malgré tout, on est dans l'univers du Seigneur des Anneaux. En conclusion, cette saison 2 des Anneaux de Pouvoir ne parvient toujours pas à nous captiver, malgré un budget colossal, malgré l'énorme potentiel de l'histoire et des personnages. On a l'impression d'assister à un mauvais hors-série des films de Peter Jackson, et le tout manque de rythme, de profondeur et cruellement encore une fois de charisme. Bref, si la prochaine saison ne fait pas un bond de géant en termes de qualité, ce qu'on attendait déjà pour la saison 2, il vaudrait peut-être mieux arrêter la série, et ils auraient peut-être même dû le faire déjà avec la saison 1. On arrive enfin à la fin de cette saison 2 qui, malgré tout, tente de rattraper les erreurs du passé. Même si le pari est loin d'être totalement réussi, on peut saluer l'effort pour apporter des moments marquants, parce que là oui, il y en a eu. Il y en a eu, je ne vous mens pas. Allez, plongeons dans cette fin, mais attention, ça va spoiler vénère. Là on y va, là on met les mains dans le cambouis. La fin de saison commence donc avec un événement assez marquant. Le roi d'Urine, envoûté par l'un des anneaux de pouvoir, continue à creuser dans la montagne, motivé par des intérêts purement pécuniaires. Et bien sûr, comme on pouvait s'y attendre, cela réveille une créature légendaire, le
Balrog. On le voit surgir des profondeurs avec son apparence habituelle, flamme rugissante, son petit fouet de flamme également, et on voit aussi des ailes de fumée qu'on ne connaissait peut-être pas forcément, ou du moins ça n'avait pas été dépeint comme cela dans les films Le Seigneur des Anneaux. Et pour le coup, le Balrog, il est fidèle à l'image qu'on connaît de lui. Il est impressionnant, il faut bien l'avouer. Face à ça, pour sauver son peuple, le roi d'Urine se sacrifie en balançant son anneau derrière lui et prenant enfin conscience du mal qu'il était en train de faire à son peuple. Et il passe donc le flambeau à son fils, qui s'appelle, vous le savez déjà, Durin. Oui, c'est un peu compliqué, mais c'est comme ça chez les nains. Cependant, la paix dans le royaume risque d'être de courte durée, car un autre prétendant au trône, le frère caché de Durin, donc je parle du fils, vous avez compris, menace de faire éclater une guerre de succession et qui sera potentiellement dépeinte dans la saison 3. J'entrerai peut-être plus dans le détail dans la partie d'après. Du côté des Région, la cité elfe subit donc l'assaut d'Adar et de ses orques qui ont conquis la ville dans l'épisode précédent. Cependant, elle est en partie sauvée par l'arrivée inopinée de l'armée des nains envoyée par Durin. Mais avant que cette libération n'ait lieu, Sauron retrouve Celebrimbor, le forgeron légendaire qui l'a aidé à forger donc les anneaux de pouvoir, et cherche à obtenir des informations sur les anneaux des hommes qu'il avait donnés à Galadriel. Sauf que Sauron, il a beau le torturer, et bien Celebrimbor, dans un dernier acte de défi, provoque Sauron en lui rappelant qu'il est désormais esclave, prisonnier de ses propres anneaux qu'il a créés. Il appelle même Sauron le Seigneur des Anneaux, un titre qui cristallise tout le symbolisme du personnage, et sur le papier c'est assez stylé. Après cette provocation, Sauron le tue, et c'est après avoir commis cet acte qu'une larme coule sur le visage de Sauron. Cette scène est particulièrement intéressante car selon Charlie Vickers, qui interprète Sauron, cette larme n'était pas scriptée. Elle est venue naturellement lors de la prise, marquant un moment où Sauron a temporairement perdu le contrôle de ses émotions, touché par les paroles de Celebrimbor le forgeron. De là à dire que c'était surefficace, je ne dirais pas ça. Je dis que ça fait un tant soit peu le taf et que ça montre encore une fois Sauron en mode fragile, et c'est peut-être ça qui joue contre le personnage. De son côté, Adar, qui a réussi à récupérer l'anneau de Galadriel, tente de se racheter en renvoyant cet artefact à sa propriétaire, vu qu'il avait réussi à la capturer. Il lui repropose même une alliance contre Sauron, en lui faisant comprendre qu'il a réussi à réintégrer sa forme pré-Uruk, ou du moins pendant un temps vu qu'il portait l'anneau. C'est une scène symbolique où l'on voit un Adar en paix avec lui-même. Pourtant, on ressent une grande hypocrisie dans cette scène, surtout après les attaques qu'il a menées contre Eregion et les massacres qu'il a orchestrés. Galadriel n'a même pas l'occasion de véritablement exprimer son avis sur cette proposition. Cependant, tout bascule rapidement. Les orques partis traquer Sauron reviennent grièvement blessés, et dans un ultime coup de théâtre, ils se retrouvent contre Adar, manipulé par Sauron. Celui-ci avait tout prévu. Adar est poignardé à de multiples reprises dans une scène qui fait écho à ce qu'il avait lui-même fait à Sauron, ou ce qu'il avait ordonné plus tôt en début de saison. Sa mort est brutale et bien que méritée d'un point de vue narratif, elle laisse un goût amer. Adar, malgré son rôle de méchant, apportait une certaine profondeur à l'histoire, et je pense que son manque va créer un réel vide dans cette saison 3. Et la saison se termine sur un face-à-face intense entre Sauron et Galadriel, où on ressent quand même la tension grâce à l'ambiance de l'épisode. Sauron, désormais plus puissant que jamais, cherche à récupérer les anneaux destinés aux hommes. Galadriel fait tout pour l'empêcher de les obtenir, mais malheureusement pour elle, Sauron s'avère trop fort, il parvient à s'emparer des anneaux, et c'est alors que Galadriel décide de sauter d'une hauteur vertigineuse pour échapper à Sauron. Un saut qui rappelle celui d'Elrond dans le premier épisode de la saison 2, prouvant une fois de plus la résilience des elfes, même si, entre vous et moi, j'ai envie de dire que c'est un peu tiré par les cheveux, parce que ça me paraît quand même assez fou que les deux aient pu survivre à une telle chute, peut-être parce qu'ils avaient les anneaux, je ne sais pas, mais en tout cas c'est quand même assez perturbant. Bon, après Galadriel, elle est quand même dans un mauvais état, elle est finalement sauvée par Elrond et le roi elfe Gil-galad, et lorsqu'elle se relève, elle contemple les survivants de cette guerre avec les autres elfes que je vous ai présentés, et l'épisode se termine sur un plan final plein d'espoir, en mode on va réussir à massacrer Sauron et on va se venger. On sait donc que la lutte contre Sauron est loin d'être terminée, mais reste à savoir si la série saura enfin relever le niveau dans la prochaine saison. Ah oui, j'allais oublier, l'étranger découvre enfin sa véritable identité. Wouhou, c'est Gandalf, étonnant. Tout ça après avoir trouvé son bâton. Ça offre une connexion directe avec le Seigneur des Anneaux, et même si la scène paraît un peu facile, pour le coup, c'était quand même assez bien mise en scène, étant donné l'ambiance encore une fois de l'épisode. Donc Gandalf lui part de son côté, il rejoint Bombadil, la Tom Bombadil, peu importe, et les pieds velus continuent leur route sans lui. Quant à Elendil, vous savez, le Numénorien, père
de Isildur, commence enfin à se rapprocher de son destin, parce que, vous le savez, dans Le Seigneur des Anneaux, il est amené à devenir roi, et dans cette saison, il trouve l'épée légendaire, ou du moins, il récupère l'épée légendaire Narsil auprès de la reine, là, marquant un tournant décisif dans son parcours. Il quitte Numénor, et sa relation avec son fils Isildur, présumé mort, reste donc compliquée vu qu'il pense qu'il est mort, et l'autre il sait pas qu'il est vivant, enfin vous voyez un peu le délire, mais l'arc d'Elendil montre clairement qu'ils vont partir dans la direction du ça va devenir un conquérant, patati patata, ou du moins il va diriger ses troupes. Voilà. Et la grande question qui se pose après cette saison 2, plutôt bancale, même très bancale d'ailleurs, c'est allons-nous vraiment avoir une saison 3 ? À l'heure actuelle, malgré une baisse d'audience significative, il semble que la production ait bien l'intention d'aller jusqu'à la fin de ce qui avait été initialement prévu. Donc, faire les 5 saisons. Cela dit, rien n'est encore officiellement confirmé pour la suite, même si les grands pontes, on va dire, d'Amazon et des MGM Studios sont chauds pour faire la saison 3, et je pense qu'ils vont la faire pour tout vous dire. Et bien c'est quand même fou de se dire que pour la première saison, il y avait plus de 150 millions de spectateurs, alors que dans la seconde, on est à 55 millions, et malgré cette baisse, ils décident quand même de continuer. Même si 55 millions, ça reste énorme, bon, il va falloir quand même améliorer encore une fois la qualité, la prise en compte de l'histoire, etc. Parce que vraiment, c'est chiant à regarder, quoi. Et du coup, qu'est-ce qu'il va se passer dans la saison 3 ? Parce que oui, si elle voit le jour, elle devrait approfondir plusieurs intrigues laissées en suspens dans cette deuxième saison. Par exemple, la vallée qu'on aperçoit à la fin de la saison où les elfes se sont retrouvés pourrait devenir, et devrait d'ailleurs devenir, Imladris, également connu sous le nom de Foncombe, que dirigera Elrond dans l'avenir. Ensuite, on peut s'attendre à la réunion entre Elendil et son fils Isildur, évidemment. Alors que l'un se prépare à retourner à Numénor et que l'autre est présumé mort, le moment de leur retrouvaille sera certainement un point fort de la saison 3, sachant qu'en plus Elendil a un autre fils qu'il va devoir retrouver aussi, ils vont devoir le présenter, réunion de famille, patati patata, vous voyez un peu le délire. Concernant Sauron, la saison 3 pourrait enfin montrer la manière dont il manipule les chefs des hommes pour leur offrir ses anneaux. Cela marquera potentiellement la naissance des spectres de l'anneau, les célèbres Nazgûl, et si les noms de ces personnages sont depuis longtemps oubliés, les showrunners pourraient prendre quelques libertés créatives pour donner une nouvelle dimension à ces anciens rois corrompus. Donc il est possible qu'ils choisissent quelques personnages secondaires qui ont déjà été introduits, comme Kemen, qu'on a bien détesté dans cette saison 2 pour ce qu'il a fait à un des soldats d'Elendil, bien sûr, et il est probable du coup qu'il ait une transformation assez importante. Pharazôn, son père, l'ambitieux régent de Numénor, pourrait également être au centre de l'intrigue de cette saison 3. Sa relation avec Sauron va certainement évoluer, notamment à travers leur conflit qui mènera à la chute de Númenor. Cela pourrait culminer dans la célèbre bataille de Goatlo, un moment clé dans la mythologie de la Terre du Milieu, où Sauron, voyant Pharazôn comme une menace, le corrompra et déclenchera indirectement la destruction des hommes de Numénor. D'autres batailles devraient aussi faire leur apparition dans cette nouvelle saison, notamment le siège d'Imladris et la bataille de Goatlo, comme je le présentais précédemment. Ces moments promettent des scènes épiques, à condition que la série retrouve un souffle épique qui lui manque cruellement et qui fasse en sorte qu'on soit intéressé par ces batailles et la mise en scène, et patati et patata. Finalement, Sauron, on revient encore une fois à lui, en récupérant le marteau de Celebrimbor, pourrait forger l'anneau unique, et nous pourrions donc voir la montagne du destin en fin de saison. Et si tout cela est bien amené, même si encore une fois je n'y crois pas, la série pourrait enfin combler les attentes des fans et offrir des moments mémorables. On croise les doigts, j'y crois pas. T'y crois pas, peut-être qu'on aura de la chance. Car évidemment, la hype est très loin d'être au rendez-vous. Et pourtant, au cours de cette année, on a quand même eu des pépites, comme le robot sauvage, le nouveau bijou de DreamWorks, et aussi Joker Folie à 2. Non, c'est une blague. Et j'en parle juste ici, dans les vidéos qui sont juste là, donc n'hésite pas à aller checker. Abonne-toi, like, partage, et t'as des liens dans la description pour me soutenir. Voilà, c'était Ludo du Ludoverse, à la prochaine. Salut!